Bonjour à tous, bienvenue au Studio 3 pour ce nouveau moment d'échange. Comme je le disais tout à l'heure, on va aborder donc le thème suivant qui est co-construire concrètement leur projet de vie avec les personnes. Donc pendant 1h15, nous aborderons plusieurs sujets, plusieurs visions, plusieurs approches. Les pratiques des professionnels évoluent, de nouveaux métiers de l'intervention sociale émergent. On va en savoir un petit peu plus sur donc les métiers de coordinateur de parcours, mais aussi accompagnateur parcours de vie, référent de parcours, assistant de parcours de vie. Nous allons interroger l'émergence de ces nouvelles professions de l'accompagnement des publics fragiles et de leurs pratiques. Comment évolue-t-il vers plus de coopération et de coordination de l'action ? Comment tendre vers une pleine participation des personnes aux décisions qui les concernent et aux accompagnements qui leur sont propres ? Plus largement, la manière d'accompagner les personnes vers la pleine autonomie a-t-elle vraiment changé ? Ces nouveaux métiers, ces nouvelles approches de l'accompagnement ont-elles une incidence sur l'organisation du secteur social et l'offre médico-sociale ? Alors pour cette première table ronde de ce vendredi, je serai accompagné d'Yves Durand à mes côtés, qui est vice-président des PEP, ancien député maire. Donc n'hésitez pas, pour tous ceux qui nous suivent, si vous avez des questions, vous pouvez les poser via le chat et Yves sera le relais pour justement qu'on puisse poser les questions à nos différents intervenants. Donc je vais présenter les intervenants donc, de cette table ronde. Alors on a Fabrice Bousquet. Est-ce que vous nous entendez, Fabrice ? Oui, très bien, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, vous êtes directeur des PEP 74 ? Exactement, oui. Alors, vous avez mis une formation initiale vous avez une formation initiale d'éducateur spécialisé. Vous avez occupé des postes de direction dans le champ médico-social. Vous avez mis en place des organisations médico-sociales innovantes. Vous êtes également président et membre fondateur du Think Tank Parcours et Innovation. C'est bien ça ? C'est ça, oui. Oui, c'est juste. Qui promeut l'innovation sociale et l'évolution des parcours bénéficiaires dans le domaine de la santé, de l'autonomie et de la participation sociale. Oui. Alors nous avons également Pierre Aristori. Est-ce que vous nous entendez, Pierre Aristouille. Bonjour. Aristouille, pardon. Petite erreur de ma part, désolé. Alors vous êtes directeur général de Trisomie 21 Nouvelle-Aquitaine. Tout à fait. Qui réunit donc 4 associations départementales. Voilà, sur les Pyrénées-Atlantiques, la Gironde, la Haute-Vienne et le Lot-et-Garonne. Très bien. Vous avez travaillé au développement du métier d'accompagnateur parcours de vie. D'assistant au parcours de vie. D'assistant parcours de vie. Voilà. Oui, tout à fait. Dans le cadre d'un projet plus global de transformation de l'ensemble de nos services en centres ressources. D'accord. Alors depuis le début des années 80, les 4 structures associatives avaient chacune construit leur modalité d'accompagnement inclusif pour les enfants et les parents. Oui, si j'ai bien suivi. Des services médico-sociaux, tout à fait. Et depuis 2014, les 4 associations départementales sont réunies en une association gestionnaire de services qui a créé un centre de ressources régional. Exactement. Et nous accueillons également Claire Eschboer. C'est bien comme ça que ça se prononce, votre nom ? Oui, Eschboer, oui. Eschboer. C'est toujours une difficulté pour la première fois. Bon, on vous appellera Claire, de toute façon, on va s'appeler par nos prénoms aujourd'hui. Vous êtes directrice scientifique de l'école pratique de services social, l'EPSS. Et vous avez mené des recherches sur l'intégration des usagers et de leurs proches aidants. Absolument. Donc, le PSS, c'est une école de formation donc, en travail social qui est située à Cergy-Pontoise et qui est un établissement composante de l'université de Cergy-Pontoise qui s'appelle CY Cergy Paris Université. Et c'est un établissement expérimental qui nous permet de nous inclure finalement en tant que centre de formation dans une université en tant qu'établissement composant. Ok. Et donc nous avons également autour de la table Amauryville. Bonjour. Alors voilà, vous parfait, on vous entend. On n'a pas entendu le bonjour, mais on l'a lu sur vos lèvres et on vous entend très bien. Donc vous êtes chef du bureau des professions sociales de la Direction Générale de la Cohésion Sociale, la DGCS.
Absolument. Et non la DGSE. Vous êtes secrétaire général du Haut Conseil en travail social, le HCTS. Vous avez également fait carrière pendant 20 ans dans les ministères de l'Éducation nationale et l'enseignement supérieur en tant que responsable des formations à la Direction générale de l'enseignement supérieur et dans le domaine des ressources humaines. C'est un petit peu résumé, mais vu la richesse de votre carrière, j'ai condensé un petit peu. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que on devait avoir autour de cette table la présence virtuelle, mais la présence de Noémie Nolot. Alors, on va avoir quand même... alors, Noémie Nolot, oui, est chargée de mission chez Handidactique. Son témoignage est très important et on a la chance, en fait, bien qu'elle puisse pas venir parce qu'en fait, elle a eu des soucis, si j'ai bien suivi, avec les services d'aide à la personne, mais elle a quand même tenu à participer. On va pouvoir avoir son témoignage qu'on diffusera de quelques minutes à la fin de la table ronde, et puis on aura en accompagnement quelques mots aussi de Dominique Gillot, voilà, présidente des PEP, parce que ça nous tenait vraiment à cœur autour de cette table ronde de pouvoir avoir son témoignage, parce que voilà, Noémie Nolot, elle est chargée de mission chez Handidactique, mais elle est aussi un témoin de première ligne en tant que personne en situation de handicap. Et on verra ça du coup tout à l'heure. Ce sera intéressant aussi d'avoir son témoignage. Alors, ce que je vous propose peut-être, c'est de commencer avec vous, Fabrice. Donc, vous avez une expérience assez riche dans ce principe de co-construction de projets de vie. Vous êtes donc directeur des PEP 74. J'aimerais peut-être que vous puissiez nous raconter ce qu'a changé en fait le passage de plusieurs structures médico-sociales à une seule plateforme. Et puis après aussi, si vous le voulez bien, nous expliquer vraiment le rôle de coordinateur de parcours dans cette organisation. Oui, donc j'interviens sur la thématique de l'installation de cette nouvelle fonction, peut-être nouveau métier. Oui, exactement. Coordinateur de parcours, et l'impact sur les organisations. Exactement. Et pour répondre à votre question, vous m'entendez bien? Oui, parfaitement. Pour répondre à votre question, le processus de transformation que j'accompagne date de la fin d'année 2010, début 2011, où je travaillais pour les PEP 01, avec la mission de transformer un IME en dispositif, sur le modèle dispositif intégré, IME, CESAD professionnel, dont l'objectif était d'accompagner toutes les personnes, à chaque fois que c'était possible et dans leur intérêt supérieur, vers les dispositifs de droit commun. Et progressivement, donc, nous avons mené ce processus de transformation pour aller jusqu'à l'implantation, qui n'est pas terminée, d'une plateforme de services associative, plateforme qui se veut aussi territoriale. Et depuis 2019, j'ai intégré la direction des PEP 74, avec l'objectif aussi, en lien avec le CEPOM, d'installer à la fois une plateforme de services avec la création de nouvelles fonctions coordonnateurs de parcours qui, de mon point de vue, avec ces petites années de recul, puisque on était avant un certain nombre de recommandations, je me suis appuyé sur la recommandation en matière de désinstitutionnalisation, recommandation européenne, et le constat que nous pouvons faire, à la fois au sein de notre organisation PEP, mais aussi du réseau, des échanges que je peux avoir avec les collègues, c'est que l'installation des coordonnateurs de parcours est véritablement un levier, une aide, un appui à la transformation des organisations sociales et médico-sociales. C'est un effet complètement systémique, et je dirais qu'en termes de méthodologie, et pour répondre là aussi à votre question, ce qui nous est apparu essentiel, à la fois au PEP 01, mais aussi là aujourd'hui au PEP 74, c'est de réinterroger l'utilité sociale de la plateforme de service. En quoi, quelle est sa finalité et en quoi elle produit une plus-value par rapport au dispositif existant. Sinon, s'il n'y a pas de plus-value, à quoi bon
mettre en place de nouveaux dispositifs, de nouvelles organisations. Et si vous le permettez, je prends 30 secondes pour vous présenter la définition de cette plateforme de service qui a été validée en Assemblée générale, en bureau politique, en conseil d'administration, parce que de cette définition-là découle tout le processus de transformation. Donc la plateforme de services coordonnés PEP 74 a pour vocation de faciliter l'accès aux droits communs de personnes en situation de handicap dans le respect de leur liberté individuelle, de leur autodétermination sur la base de leurs aspirations et projets de vie. Dans ce but, elle offre à ses bénéficiaires l'information nécessaire, une palette de prestations modulables, personnalisées dans les domaines de la santé, l'autonomie, de la participation sociale. On fait référence à la nomenclature Séraphin, là. Et cette plateforme propose une coordination des prestations des différents acteurs intervenant auprès des personnes bénéficiaires au plus près de leur environnement et sur un territoire défini. Très important. Cette coordination relaie attentes, facilite et assure la cohérence et la continuité des parcours des bénéficiaires. Voilà. Donc ça a été, première chose, définir l'utilité sociale. Est-ce que vous souhaitez que je continue ou à ce stade, oui, je pense que c'est intéressant de poursuivre et puis après on aura d'autres témoignages, mais c'est intéressant de poursuivre pour bien comprendre justement en profondeur. Et donc à partir de la définition de cette plateforme de services coordonnés, avec, vous l'avez vu, la logique de parcours au centre de l'utilité de notre plateforme, eh bien, ça nous a conduit, et ça nous conduit, parce que c'est un processus long, à repositionner les personnes accompagnées ainsi que leurs représentants, c'est-à-dire reconnaître leur expertise d'usage. Ça, c'est un point qui nous semble fondamental. Prioriser la décision des personnes concernant leur propre parcours, c'est elles qui doivent décider et qui sont le mieux placées pour décider de leur propre parcours. Faciliter l'expression de leurs besoins par elles-mêmes. C'est non plus les professionnels qui sont détenteurs de la connaissance des besoins des personnes, mais c'est les personnes elles-mêmes, en lien avec les professionnels, les experts, qui vont exprimer leurs propres besoins, ce qu'elles ont identifié comme étant leurs besoins, encore une fois. Apprécier leur niveau de satisfaction, la satisfaction du service rendu. Ça aussi, c'est une habitude qui n'est pas forcément commune à toutes nos structures, nos organisations, et ce n'est pas parce qu'on est insatisfait qu'on est en danger ou qu'on a mal fait notre travail. En revanche, c'est important d'apprécier quelle est la perception de la personne que nous accompagnons. Et puis, permettre à la personne aussi d'expérimenter. J'entends par là le droit à l'erreur, c'est-à-dire on peut faire des choix, se tromper, ce n'est pas un échec, ce n'est pas grave. Quand on dit prioriser l'accès aux droits communs, ça veut dire aussi expérimenter des allers-retours, partir de l'institution, aller vers le droit commun, inversement, à un moment où on a besoin de plus de protection, plus de réassurance, etc. La possibilité de revenir vers les murs, entre guillemets, de l'établissement de l'institution. Et c'est ça qui est important, c'est la possibilité, encore une fois, d'aller et venir. Et puis valoriser les compétences au profit des difficultés et incapacités. Souvent, je dis, vous l'avez précisé en introduction, je suis de formation éducateur spécialisé, ça fait maintenant 30 ans que je travaille dans le secteur, j'ai été formé à identifier les difficultés et les incapacités des personnes. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de partir des compétences et des nouvelles compétences à acquérir pour mettre en œuvre, mettre en place le projet au travers de programmes d'accompagnement, etc. Voilà, ça, c'est là, de mon point de vue, un changement de paradigme. Alors, l'installation de ce coordonnateur de parcours, je disais, nouvelle fonction, peut-être un nouveau métier demain, assistant de parcours de vie, etc. Il y a des travaux qui sont en cours. Cette nouvelle fonction, je constate depuis maintenant une dizaine d'années qu'elle impacte fortement l'organisation des fonctions. Ce que nous demandons au coordonnateur de parcours, vous l'avez compris, c'est de rendre la personne actrice de son projet, de son propre parcours. Elle va relayer ses attentes, s'assurer que le projet correspond bien aux besoins, aux souhaits, aux attentes et aux potentialités de la personne. Souvent, je dis que les coordonnateurs de parcours sont aussi, pour être entendus et dénommés comme des gestionnaires de parcours inclusif. C'est prioriser
à chaque fois que c'est possible, dans l'intérêt supérieur de la personne, en accord avec elle, l'accès au droit commun. L'institution, elle vient en appui, mais prioritairement le droit commun. Ça ne va pas s'en poser des difficultés. Proposer une combinaison de prestations dans le respect de la nomenclature Séraphin, dans une démarche bien traitante. À chaque fois, là aussi, en accord avec la personne. Et si l'occasion en est donnée, je pourrais échanger un moment sur, nous travaillons actuellement à la mise en place de programmes d'accompagnement en fonction des besoins des personnes. Le coordonnateur de parcours a une mission transversale à tous les établissements et services des PEP 74. Il n'est pas rattaché à une structure. Nous verrons un petit peu plus loin que jusqu'à présent, ils étaient sous l'autorité hiérarchique du directeur général et puisque nous sommes dans la transformation de notre organisation, nous créons là depuis quelques semaines une fonction de directeur des parcours inclusifs. Donc ce coordonnateur de parcours a un rôle d'interface interne-externe, lien avec la MDPH, les personnes accompagnées évidemment, les structures de droit commun. C'est un porte-parole, allez, je me tente, je risque le terme, c'est l'avocat de la partie bénéficiaire. Il est là pour représenter ses intérêts, défendre sa parole, ses droits et l'exercice de sa citoyenneté. Et il peut interroger tous les salariés, mais en revanche, alors c'est aujourd'hui notre fonctionnement, il n'a pas d'autorité hiérarchique, le coordonnateur n'a pas d'autorité hiérarchique. En revanche, une délégation de pouvoir. Nous avons élaboré un tableau synoptique permanent des délégations de pouvoir et nous avons introduit, même s'il n'est pas cadre, la fonction de coordonnateur de parcours dans ce tableau des délégations pour bien identifier et préciser quel est son champ d'intervention et de responsabilité par rapport à l'accompagnement des personnes. Impact sur les fonctions, eh bien, nous venons de voter un nouvel organigramme, un conseil d'administration dernièrement, un nouvel organigramme centré sur la logique de plateforme de services coordonnés, logique de parcours coordonné. Qu'est-ce qui va caractériser principalement cet organigramme? À la première lecture, ce qu'on voit, c'est l'installation, le positionnement d'un directeur des parcours inclusifs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette personne, elle manage les coordonnateurs de parcours, le PCPE, un GEM, groupe d'entraide mutuelle aux personnes porteuses d'autisme, qui est là aussi un beau terrain d'expérimentation sur l'autodétermination et le renforcement du pouvoir d'agir et de la participation des personnes. Et ce directeur des parcours, il a une autorité fonctionnelle sur l'ensemble des structures médico-sociales de notre organisation, autorisées ARS, là où nous avons des projets, programmes d'accompagnement personnalisés. Et il va interroger au sein du CODIR ses collègues directeurs qui, eux, sont plutôt chargés de mettre en œuvre les ressources de façon à ce que, quelle que soit la notification, aujourd'hui nous avons une notification par établissement au service, peut-être que demain nous aurons une notification plateforme. En revanche, une des missions du directeur des parcours, c'est en fonction des besoins qui ont été identifiés, c'est de solliciter des ressources, quelle que soit la structure, au sein de notre organisation générale. Alors, il va mettre en tension ses collègues, il va à certains moments aussi les interroger sur la non-effectivité du projet, parce que si on met en place des coordonnateurs de parcours et un directeur des parcours inclusifs, c'est bien pour garantir qu'il y ait correspondance entre projet élaboré, négocié, je dis intentionnellement, je ne dis pas contractualisé, négocié avec la partie bénéficiaire et son effectivité. Et nous constatons, ça c'est quand même des constats que je fais depuis de nombreuses années, que parfois, quelquefois, souvent, il y a des écarts entre ce qui est négocié et ce qui est réellement mis en œuvre. Et nous devons absolument respecter nos engagements. Voilà, et ce directeur des parcours inclusifs, il a pour mission aussi d'animer une cellule associative, que nous appelons cellule bien-traitance, et qui vise notamment à interroger les pratiques professionnelles et les postures attendues, les bonnes postures attendues, et de veiller aux pratiques bien traitantes. Et puis, il va mettre en œuvre des outils transversaux, puisque installer un coordonnateur de parcours qui peut aussi bien accompagner un bénéficiaire qui relève d'un IME ou d'un CESAT, etc., eh bien, nécessite des outils un minimum harmonisés.
je vais avancer assez rapidement pour ne pas monopoliser la parole. Des managers de services qui accompagnent l'évolution des pratiques professionnelles et qui ont pour objectif d'affecter les ressources et d'accompagner le décloisonnement des structures, d'avoir un management de proximité. Bien souvent, et c'est le cas au PEP 114, qui gère plusieurs services. Alors, à titre d'exemple, nous créons un service santé qui est transversal aux IME, de façon à pouvoir, d'une part, mutualiser des ressources rares, d'avoir une approche, comment dirais-je, plus globale, cohérente, et à partir de cette expérimentation, nous verrons si ce petit laboratoire nous permet de mettre en place d'autres services plus transversaux, mais comme il s'agit d'une transformation avec des enjeux sociaux, managériaux, organisationnels, logistiques, économiques, de mon point de vue, il est très très important d'expérimenter. Et puis, nous avons positionné des référents de l'accompagnement. Alors Fabrice, on ne vous entend pas très bien, peut-être, je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde, juste vous éloignez pas trop de votre micro, parce que parfois il y a des petites coupures de son. D'accord. Est-ce que c'est mieux là, comme ça? Alors, allez-y, ouais, pour voir. Oui, vous m'entendez là? Ouais, parlez un peu plus fort si vous pouvez. D'accord, ok. Là, c'est bien. Ouais, voilà, si vous parlez un peu plus fort, c'est parfait. D'accord. Donc, nous avons positionné également pour chacune des prestations identifiées, puisque pour toute l'association, nous avons identifié les prestations délivrées par les PEP 114 et les professionnels experts qui délivrent la prestation. Bien sûr, ils peuvent en appui avoir des contributeurs, des professionnels, mais objectif, là aussi, c'est sur la question de la gestion des ressources humaines. On passe d'une approche qui se veut beaucoup plus globale. Parfois, on fait tous un peu la même chose à qui est l'expert dans la délivrance de telle ou telle prestation. Donc, nous avons un expert pour chaque bénéficiaire, un référent vie sociale, un référent santé, un référent en formation scolaire, un référent en formation professionnelle, quand il s'agit de jeunes qui ont plus de 15 à 16 ans ou qui suivent une formation, et un référent accès à l'emploi. Objectif, les missions de ces référents, c'est mettre en œuvre les moyens nécessaires pour atteindre les objectifs définis dans le cadre de la réunion, mettre en œuvre les programmes d'accompagnement. Comme je le disais tout à l'heure, nous sommes en train de mettre en place des programmes, 4 programmes d'accompagnement en fonction des besoins des bénéficiaires, et de mettre en œuvre l'offre de prestations dans leur champ de compétences. Et du coup, ça réinterroge aussi les missions de chacun. Alors, juste, monsieur Bousquet, juste, excusez-moi, je vous coupe un petit peu parce que c'est vraiment important qu'on puisse tous prendre la parole. Alors, juste une petite... je pense que ce serait... On a compris dans l'ensemble. J'aimerais aussi passer la parole à monsieur Pierre Aristouille parce que je pense que justement son témoignage sera complémentaire. Donc, Pierre, vous nous entendez bien ? Oui, je vous entends très parfait. Bien. Alors, vous aussi ? Oui, impeccable. En plus, quand vous êtes proche du micro comme ça, c'est encore mieux. Oui, alors, je fais attention. Du coup, vous êtes directeur général de Trisomie 21 Nouvelle-Aquitaine. Et donc, vous avez travaillé en fait au déploiement sur le territoire de la fonction du métier d'assistant parcours de vie. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le rôle qu'il a, donc l'assistant parcours de vie? Bien sûr, bien sûr. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour l'invitation parce que du coup, je me suis rendu compte là, en préparant cette intervention, que j'étais venu aux Journées nationales pour présenter le projet qui était encore un projet de transformation de nos services en centres ressources, et que là, je viens, je crois, 4 ou 5 ans après, pour un point d'étape de ce projet-là. Donc, c'est très, très agréable. Et puis, surtout d'intervenir avec Monsieur Bousquet, parce qu'on verra qu'il y aura pas mal de similitudes dans nos interventions, même si nos organisations, notre histoire a fait qu'on a pris les choses peut-être de manière un peu différente à un moment donné. Et surtout, peut-être notre taille aussi. Donc, très rapidement, Trisomie 21, c'est un mouvement associatif qui est parental, qui
s'est construit au début des années 80 pour construire des modalités d'accompagnement déjà inclusifs. Et donc, nous, quand on arrive en 2014 à réunir ces 4 associations, enfin, quand ces 4 associations font le choix de se réunir, elles gèrent chacun des services inclusifs. Donc, on n'a pas d'hébergement, pas de restauration, on ne gère que des CESA, des SAVS, SAT, voire des dispositifs expérimentaux. Ce n'est pas notre cas, mais dans le mouvement Trisomie 21, c'est le cas. À l'époque, ce qu'on se rend compte, c'est que, quelles que soient les compétences qu'on a pu développer, une certaine expertise, on reste quand même encore assez prisonnier d'un fonctionnement médico-social lié même à au fait de la gestion de ces services-là. Une brève analyse un peu stratégique nous montre que, notamment en Nouvelle-Aquitaine, grâce à une politique très volontariste de l'agence régionale, on est en train de vivre une accélération du changement de modèle tant attendu par le secteur médico-social et une volonté d'accompagner une transformation de l'offre plus globale. Et donc, cette brève réflexion stratégique a abouti en 2015 au fait de se dire, nous, notre logique, notre taille, on est effectivement, comme je disais en préambule, très petit, tout Trisomie 21 Nouvelle-Aquitaine, c'est en gros 400 familles accompagnées avec 80 ETP sur 4 départements. Donc, comparé à des grosses associations, on est effectivement très petit. On a une expertise, certes, on a encore beaucoup de manques dans les accompagnements. Les familles sont encore beaucoup les premiers moyens de compensation des parcours de vie en milieu ordinaire des personnes déficientes intellectuelles et porteuses de trisomie qu'on accompagne. Et puis, on a cette volonté d'un projet associatif fort de vouloir, du coup, aller beaucoup plus loin dans cette organisation, d'être un petit peu, peut-être, aiguillon du secteur médico-social pour essayer de tester, d'innover et de mettre en œuvre de nouvelles modalités d'accompagnement. Donc, du coup, le projet de création, de transformation complète de nos services en centres ressources qui comprend effectivement l'expérimentation assistance au parcours de vie. Avant d'être un projet de transformation de nos services, ce que j'ai eu la chance de manager, et grâce à une position politique forte de notre association, c'est un changement de rupture. C'est une vraie volonté avec l'ensemble des parties prenantes de dire, mais à partir du moment où on se transforme, on va faire différemment. Et ce, sur 2 éléments principaux. D'abord, de concevoir que notre première mission, c'est d'aider les personnes en situation de handicap, les familles concernées par le handicap, à exercer leurs droits, à être pleinement citoyens, et donc, pour cela, à être, par définition, capables et raisonnables de faire leurs propres choix. Et c'est qu'à partir de là que les solutions médico-sociales doivent se mettre en œuvre. Le deuxième élément de rupture qu'on a managé, c'est effectivement, en lien avec l'intervention de M. Bousquet, c'est effectivement la compréhension pleine et entière. Il parlait du rapport de la Commission européenne, mais les rapports, le droit international nous invite à penser qu'avant d'être obligés de soins, les personnes en situation de handicap sont réellement sujets de droit, c'est-à-dire qu'elles doivent pouvoir accéder à tous les services publics de la société civile. Et donc, c'est le principe de subsidiarité dans les réponses apportées, une volonté de vraiment aller beaucoup plus loin dans la logique inclusive et de renverser un peu la mobilisation des ressources en s'appuyant d'abord sur les ressources familiales. Situer la personne au sein de sa famille, c'est la situer pleinement dans un des piliers de notre société. Les ressources de droit commun, comment on va permettre au droit commun d'être accessible et de réserver les ressources du coup médico-sociales pour accompagner ce parcours de vie en milieu ordinaire et pouvoir aussi mettre en œuvre des prestations directes qui le permettent. Donc ça, c'est sur le sens du projet. Pour le mettre en œuvre, on s'est appuyé, comme le métier APV s'est appuyé sur le système équitable de coopération développé par Serge Bersol, qui a été un peu notre fondement théorique de base. Et puis, du coup, on a construit avec l'ensemble des parties prenantes une transformation complète de nos services. C'est-à-dire qu'on a pris nos agréments médico-sociaux sur 4 départements, qu'on les a mis un peu dans un mixeur, pour le dire très rapidement, et que grâce à notre CEPOM, grâce aux appels à candidature auxquels on a pu répondre, on en a sorti un centre ressources régional, qui est en fait une plateforme de services et qui comprend plusieurs pôles. Ces pôles, il y en a un effectivement sur lequel vous me questionnez en priorité, qui est le pôle d'assistance au parcours de vie, qui est un nouveau métier.
développé notamment par une expérimentation nationale et dont les formations viennent d'être certifiées, notamment par le CNAM, la chaire accessibilité de M. Eversol et Nexem. Ce métier qui vise effectivement à renforcer la capacité des familles à être véritablement maîtres d'ouvrage, c'est-à-dire les déciseurs et les pilotes du projet de vie des personnes en situation de handicap. Et donc, c'est un peu en dehors de l'offre de prestations, de l'offre de services complémentaires, une mission qui vise à être à côté de la famille pour lui permettre de faire ses propres choix et puis de choisir les solutions dont ils ont besoin pour mettre en œuvre ces projets de vie, puisqu'une fois qu'il peut être défini, et ce, indépendamment de l'offre, eh bien, il va falloir trouver des ressources sur le territoire, des ressources de nos professionnels pour pouvoir le mettre en œuvre. À côté de ce métier d'assistance au parcours de vie, qui est d'ailleurs actuellement en train d'être déployé par l'agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine sur 11 départements, on a aussi créé 3 pôles d'expertise, qu'on a appelés, qui ont justement pour but, une fois que ce projet de vie est défini, de travailler en coopération avec les familles pour aller chercher les ressources nécessaires à la mise en œuvre de ces parcours. Et donc, on a un pôle vie sociale qu'il faut entendre comme Ma vie dans la cité, qui va s'occuper de l'autonomie d'habitat, de la question du déplacement, de l'inscription dans la vie sociale, culturelle, des activités de loisirs, des vacances, et puis de toutes les aides nécessaires à cette vie à domicile, et notamment des aides liées aux droits spécifiques des personnes handicapées. On a un pôle santé qui va accompagner le parcours de soins des personnes, et là aussi toujours dans la même logique, c'est-à-dire en essayant pour première mission de rendre le secteur de la santé et du soin accessible, le secteur hospitalier, la médecine de ville, le professionnel libéraux, en essayant d'accompagner ce parcours de soins et en étant à disposition là-dessus. Et puis un pôle plutôt ce qui était notre cœur de métier précédemment et un peu notre expertise première, qui lui va accompagner sur tout ce qui est de la scolarité, de l'insertion professionnelle et du maintien dans l'emploi. Et tous ces pôles sont transversaux en termes d'âge, c'est pas le bon terme, excusez-moi, mais accompagnent quelles que soient les personnes et quel que soit leur âge en fonction des besoins du parcours. Donc cette transformation globale qui est effective depuis 2017 s'est accompagnée aussi par une volonté de sortir de la logique du tout ou rien et de rentrer dans une logique de file active et de proposer notamment à ceux qui n'avaient pas de solution ou qui étaient en attente de solution de pouvoir bénéficier de cette nouvelle organisation et donc une augmentation importante de notre file active qui nous a permis aussi de tester ces modalités d'accompagnement auprès de personnes en situation complexe, voire critique par moment, avec quelques orientations sur des départements MDPH. Alors, Pierre, juste, en fait, encore une fois, c'est un petit peu comme pour Fabrice, en fait, on est un petit peu limité par le temps. Juste si vous pouvez conclure votre propos, parce qu'après, on aimerait faire aussi intervenir Madame Claire Eshbord. Et donc voilà, je vous laisse encore un tout petit temps pour qu'on puisse tous avoir la parole. Bien sûr, oui, excusez-moi. Oui, juste pour dire que c'est bien, on n'a pas dans ce projet-là, d'un côté, un métier qui a complètement changé ses modalités, mais on a bien l'ensemble de la structure. Et nos accompagnateurs des pôles sont soumis au même changement de professionnalité que les assistants au parcours de vie et doivent concevoir les accompagnements totalement différemment dans des logiques inclusives et surtout dans une logique d'accompagner des projets inclusifs et non plus des interventions directes sur les personnes. Et juste un dernier mot, ce qui change beaucoup dans ces nouvelles organisations, c'est aussi la coaction. Et c'est qu'on est maintenant en train de construire des solutions avec d'autres opérateurs. Je pense au PCPE, je pense à l'emploi accompagné et qu'on est beaucoup plus dans des approches territorialisées et populationnelles sur nos territoires d'action que dans des services directs délivrés aux personnes. Merci beaucoup Pierre et je vais laisser la parole à Yves Durand avant de la donner à Madame Eshbord. Oui, il y a des questions d'internautes à partir de vos deux interventions et qui vont peut-être permettre à Mme Eshbord de répondre. C'est en ce qui concerne effectivement la formation de ces nouveaux coordinateurs de parcours, dans la mesure où effectivement on voit bien qu'il y a un changement assez radical des pratiques, quelque sorte une sorte de rupture, et la question qui se pose, c'est d'abord le rapport compte tenu avec les autres collègues du coordinateur de parcours, compte tenu
leur place particulière et au fond, quelle est la place délicate qui est celle du coordinateur de parcours et par rapport à ces changements de pratique, quelle formation, à la fois initiale et permanente, est prévue pour que ces coordinateurs de parcours, d'abord jouent pleinement leur rôle, d'une part, et d'autre part, s'intègrent vraiment dans les nouvelles pratiques qui sont à mettre en place. Bonjour à tous, donc de nouveau, et puis merci de cette question. Je vais tenter d'y répondre, mais en passant à côté, parce que la première réponse qui pourrait être apportée, c'est que les innovations et les inventions sont en cours sur le terrain et que pour l'instant, l'appareil de formation n'a pas de réponse à plaquer, pour le dire comme ça, sur ces nouvelles inventions et sur ces innovations qui se passent sur le terrain. Je vais faire un tout petit détour par l'EPSS, simplement pour vous dire qu'à l'intérieur de l'EPSS, on a créé ce qu'on appelle un centre de recherche intégré qui a pour vocation finalement de faire le lien entre ce qui se passe sur le terrain et les différentes innovations qui sont actives sur le terrain et précisément l'appareil de formation. Ce que je veux vous dire, et c'est pour compléter un petit peu ma première réponse, ce que je veux vous dire, c'est que le travail social, alors sans faire polémique, mais en prenant les dernières grandes définitions, qui sont somme toute assez récentes, puisqu'elles ont toutes moins d'une dizaine d'années, le travail social aujourd'hui se voit comme à la fois un champ d'action et d'intervention sociale qui est particulièrement bien représenté par les deux interventions que nous venons d'avoir. Donc un champ d'intervention, mais aussi un champ de recherche et un champ scientifique qui permet à ce champ d'intervention d'être augmenté et surtout d'avoir une réponse aux besoins qui se posent précisément dans les innovations. Et maintenant, je vais essayer d'y venir. Ça fait écho très fort, vos deux expériences, parce que je suis actuellement une expérimentation qui a l'air de beaucoup ressembler à ce que vous êtes en train de faire, qui se passe aux Amis de Germenois, donc en région parisienne. C'est cette mise en plateforme, cette idée de coordonner les parcours, cette manière finalement de faire de la coaction, j'ai beaucoup aimé le terme, et cette façon de gérer finalement de gérer les entrées et sorties dans l'établissement sous forme de file active, c'est quelque chose qui est quand on a rencontré, nous, ce service-là, c'est quelque chose qui pouvait apparaître crispant parce qu'effectivement, trop innovant, trop difficile à penser, la question de la file active. Et, bon, je vais simplement pour vous dire que ce que vous présentez comme modèle d'innovation institutionnelle est un modèle qui semble être effectivement en train de se disséminer un peu partout, non pas que les modèles se ressemblent, mais simplement que tous les acteurs sont en train de trouver un modèle qui a l'air de commencer à trouver une structuration un peu commune. Et à partir d'une structuration un peu commune, si on travaille à bien la visibiliser, on va pouvoir effectivement, à ce moment-là, déconstruire les besoins, construire du bloc de compétences et construire de la formation, vous voyez. Donc, il faut vraiment non pas respecter les temps, mais parce que les temps se croisent, mais vraiment voir que la construction d'une formation opère d'une logique qui va du terrain jusqu'à l'apprenant, pour le dire comme ça. Je vais plonger 2 secondes, je fais vite, j'ai bien entendu les contraintes de temps, plonger 2 secondes dans ce qui se passe pour le secteur social et médico-social, qui est plutôt là mon sujet de recherche. En fait, pour aller vite, les lois de 75 ont permis aux familles de voir apparaître des institutions qui ont permis que les personnes en situation de handicap sortent des familles pour rejoindre des institutions qui avaient vocation à faire société et à faire socialisation finalement. Donc l'idée était bonne, et puis on était dans les années 70, chaque époque a finalement un petit peu ses réponses. Ce qu'a fait la loi 2002 avec la participation, et je sais que c'est
On répète tous un peu la même chose, mais ça n'a pas changé le monde, ça a simplement remis la logique et la question de la participation devant de la scène. Qu'est-ce que ça a montré qu'on avait un véritable désajustement entre des institutions sociales, on voit bien cette espèce d'imaginaire dans lequel on est, donc des institutions qui n'étaient plus tout à fait capables de représenter à la fois les besoins des personnes, mais aussi les besoins des professionnels. Donc voilà des institutions depuis les années 2000 qui sont en train de se rénover à une vitesse assez folle, qui sont en train d'innover, d'inventer des nouvelles manières, et c'est sur cette nouvelle manière que je voudrais m'arrêter un instant. En fait, pour un État-providence, c'est un peu compliqué à comprendre ça, qu'on inverse la logique d'intervention et on se dit que finalement, on va s'appuyer sur les ressources familiales. Parce que, vous voyez, c'est l'inverse de ce qu'on avait fait en 75. Quoi. Donc, faire et défaire, c'est toujours travailler, certes, mais c'est surtout qu'on voit dans notre société les logiques de participation traversent bien plus largement la société et le travail social, mais bien plus largement la société. Et ce qu'on voit apparaître, c'est des solidarités entre les gens, et c'est ça que vous êtes en train de prendre en compte, et c'est vraiment un vrai bonheur d'être parmi vous aujourd'hui, parce que ce qu'on voit apparaître, c'est des formes de solidarité. Vous vous souvenez ce qu'avait raconté Durkheim fin du 19e, il avait dit, on a des solidarités mécaniques, qui sont principalement de proche en proche, qui sont des solidarités familiales, territoriales, parfois communautaires. Ces solidarités mécaniques appartiennent finalement, dans les travaux plus tard des sociologues, et notamment de Pogam, appartiennent à la sphère plus privée, à la sphère plus personnelle. Et on a une forme de solidarité qui est plus organique, qui s'appuie sur des institutions, qui s'appuie sur des organes qui sont partagés entre nous. Et finalement, ce qu'a fait l'État-providence de 45 à 75, hein, pour schématiser un petit peu, c'est fortement appuyer sur cette solidarité organique, créer de l'institution qui a permis quand même un certain nombre d'innovations, un certain nombre de personnes de bien vivre pendant ce temps-là quand même. Et en fait, on a aujourd'hui un problème de définition. Parce que ce que vous nous dites, c'est plus de la solidarité mécanique de tout à fait, puisqu'il ne s'agit pas que de la solidarité élective. Quand on est parent d'un enfant en situation de handicap, on est bien sommé à être parent d'un enfant en situation de handicap. On ne fait pas le choix électif de l'être, même si après, le travail fait qu'on finit par faire ce choix électif, mais ça, c'est autre chose. Donc, la solidarité mécanique, ce n'est pas tout à fait ça qui peut représenter ce qu'on vit. La solidarité, sur la question de tout ça, je pense qu'il faut regarder les choses en termes de système et que les moyens, c'est toujours ceux qu'on s'alloue et pas ceux qui descendent du ciel, finalement. Mais cette solidarité organique, elle ne marche plus non plus. Et en fait, ce que vous êtes en train d'inventer, moi, j'appelle ça de la solidarité d'usage, c'est-à-dire qu'on s'appuie sur la solidarité plus personnelle, comment dire, ce que vous appelez les ressources familiales, et on va augmenter ces ressources familiales progressivement de strates de solidarité qui, elles, seront effectivement organiques. Et c'est à cet endroit-là que vous dites-vous que vous allez chercher plutôt des organisations de type droit commun, de manière à éviter parfois le droit spécialisé qui n'est pas toujours adapté à la réponse aux besoins. Et donc, vous dites à ce moment-là, on va chercher des structures de droit commun. Et si toutefois des structures de droit commun ne permettaient pas de répondre aux questions, eh bien alors nous irions chercher des structures de droit plus spécialisées. Alors Claire, juste encore une fois, comme pour tous les intervenants, je suis un peu obligé de vous couper parce qu'on aimerait aussi faire parler Amauryville. Et puis surtout, on a aussi des questions des internautes. Alors juste si vous avez un dernier mot peut-être. Absolument, je fais juste le dernier mot. Merci. Pour terminer, puisque c'était la question qui était posée, il me semble que le détour était intéressant, mais pour terminer quand même sur la question de la formation, ce que font les centres de formation et ce que nous faisons, nous, aujourd'hui, au sein de l'EPSS, c'est
pardonnez-moi l'expression, mais vous courir après. C'est-à-dire que ce qu'on fait, c'est mettre en place des programmes de recherche qui permettent de comprendre ce que vous êtes en train de vivre, de manière à pouvoir les transformer en modules de formation. Ces mêmes modules de formation, donc là, on est en train d'en terminer un, je me permettrai de vous l'envoyer à son issue, mais dans la recherche dont je vous parlais, on termine par la mise en place d'un module de formation qui va s'intégrer à un DU sur l'approche aidance et la participation des personnes. Donc, vous voyez, on cherche, puisqu'on n'a pas pour l'instant exactement de certification en propre qui est en train d'être, qui rassemble finalement toutes vos demandes autour de coordonnateurs de parcours, assistants de parcours de vie, assistants de parcours. On est en train de chercher à répondre par des morceaux de formation, mais qu'ils ne sont pas encore unifiés au sens où je pense qu'il va nous falloir encore 5 à 10 ans de travail commun, là, à partir de vos expérimentations, pour arriver à quelque chose de stable. Avant d'arriver à quelque chose de stable, on peut arriver à quelque chose d'intéressant en attendant, hein, bien entendu. Mais on voit bien, hein, le mouvement a fortement démarré fin des années 90, début des années 2000. On l'a vu très fortement arriver et se poser comme question au centre de formation, notamment dans les diplômes canoniques du travail social. Et aujourd'hui, le mouvement s'autonomise et cherche sa propre formation et sa propre manière d'aller finalement former des personnes qui seront ensuite auprès des personnes en situation de handicap. Voilà. Alors, merci beaucoup Claire. Alors le temps nous est compté, donc je passe tout de suite la main à Yves Durand et puis après donc Monsieur Ville, vous pourrez à votre tour intervenir. Oui, c'est une question des internautes qui s'adresse à Monsieur Ville, plus particulièrement à vous. On voit bien que dans l'évolution de ces métiers, il y a 2 métiers, le métier d'assistant et celui de coordinateur de parcours, qui sont très proches. Pensez-vous qu'il faille garder cette distinction ou qu'il faille, au contraire, faire converger ces 2 métiers pour en font qu'une seule, en particulier à partir de la formation. Voilà. Donc si vous me permettez, dans votre intervention, c'est une question qui est posée par les internautes. Oui, merci. Écoutez, en fait, cette question rejoint à la fois l'intervention juste précédente et cette question finalement, et qui revient et par rapport aux travaux qu'on mène à la Direction générale de la cohésion sociale, de la formation des travailleurs sociaux, mais à vrai dire, qui est une question qui touche un peu tous les secteurs d'intervention économique en matière de formation, qui est la tension permanente qu'il y a entre la transversalité des enseignements qui permettent, je dirais, l'évolution professionnelle des personnes que l'on forme, qui devront elles-mêmes s'adapter à des évolutions, et vous en êtes le témoin, et finalement, une transversalité des apprentissages, des compétences développées est un facteur de facilitation en matière d'adaptation, et en même temps, une demande, je dirais, d'approfondissement d'un certain nombre de domaines et de verticalité pour, je dirais, être plus immédiatement en capacité de répondre à un besoin d'un employeur, d'une structure qui a besoin d'un professionnel. On est toujours dans cette tension permanente, je dirais, entre verticalité et horizontalité, et dans toutes les formations. Et le travail social n'y échappe pas. Alors, je ne sais pas si je pourrais répondre très directement à la question qui a été posée là. Peut-être que moi, je vais peut-être prendre un tout petit peu de champ pour vous expliquer un petit peu comment à la DGCS, on travaille sur le sujet de la formation des travailleurs sociaux et comment on essaie d'adapter les dispositifs de formation aux évolutions des pratiques professionnelles telles que celles qui viennent d'être évoquées, dans le champ que vous portez, mais en fait dans l'ensemble des champs d'action dans lesquels les travailleurs sociaux peuvent avoir à travailler. Alors, le paysage des formations du travail social, traditionnellement, c'est le paysage des diplômes d'État qui sont bien connus, portés par le Code de l'action sociale et des familles. On en connaît 13 aujourd'hui, à différents niveaux de formation qui vont du diplôme d'accompagnant éducatif et social qui intéresse votre secteur, jusqu'au diplôme de cadre, à la fois de chef de service, mais également de directeur d'établissement avec le CAFERVIS et CADES, en passant par des diplômes évidemment très connus, comme le service social, ou dans la filière éducative avec éducateur spécialisé, etc. Alors, ce sont des diplômes qui
certes s'intéressent à un métier, mais qui ont par ailleurs une vocation plutôt généraliste, comme je l'indiquais, donc plutôt en horizontalité, pour permettre aux professionnels de travailler auprès de publics différents et dans des structures et des services différents, alors que ce soit en établissement, dans des services administratifs, dans les collectivités, ou bien éventuellement aussi à domicile. Alors, il y a toujours cette question de l'appareil de formation. Ces diplômes sont-ils adaptés aux réalités du terrain? Alors, un appareil de formation national comme celui des diplômes d'État, ce n'est pas forcément un appareil qui est extrêmement réactif parce qu'il faut le temps de concevoir les diplômes, de les mettre en œuvre, que les établissements se les approprient, puissent dispenser des formations. Et donc, c'est un mécanisme assez long. Ceci étant, depuis ces dernières années, on souhaite être plus réactif, justement. Et depuis la loi de 2018 sur le choix sur la liberté de choisir son avenir professionnel, il y a un certain nombre de choses qui s'imposent aux certificateurs de l'État, dont la Direction générale de la cohésion sociale pour les diplômes d'État du travail social, qui revient d'abord à concevoir les diplômes en bloc de compétences. Alors ça, c'est plutôt dans la perspective de favoriser les trajectoires professionnelles, et puis de devoir surtout réviser les diplômes tous les 5 ans. Nous sommes tenus maintenant à une obligation de révision des diplômes tous les 5 ans. Nous sommes également engagés dans des travaux en interministériel avec d'autres ministères certificateurs, comme l'Éducation nationale ou l'Agriculture ou le ministère du Travail, pour justement essayer de trouver le plus possible de passerelles entre les certifications pour favoriser les parcours professionnels des personnes. Et puis, lorsque nous révisons des diplômes d'État, nous engageons des travaux importants de concertation avec l'ensemble des parties prenantes, l'ensemble des professionnels sur différents secteurs concernés, pour pouvoir étudier l'évolution des activités professionnelles et des compétences associées pour pouvoir mener ces activités. Très concrètement, nous venons de terminer la révision du diplôme d'État d'accompagnement éducatif et social. Nous avons déjà engagé les travaux de révision des diplômes de cadre CAFERUIS et CAFDES, avec un horizon de mise en œuvre 2022 ou début 2023. Et à chaque fois, le sujet de l'innovation, le sujet de l'évolution des pratiques, et on le voit bien dans les échanges qu'on a avec les professionnels, au cœur du sujet aujourd'hui. Comment arriver à faire en sorte, alors non seulement d'éclairer sur l'évolution des pratiques, mais comment faire en sorte de préparer les professionnels à des évolutions de pratiques qui émergent juste ou qui ne sont pas encore matures, mais dont on voit que dans les années qui viennent pourraient devenir la norme, ou en tout cas auxquelles les professionnels devront réussir à s'adapter. Alors, Amauryville, excusez-moi juste encore une fois, oui. Parce qu'après on a aussi le témoignage vidéo. Donc, pareil, si vous avez une petite minute là pour finir en fait votre propos, on a aussi des questions d'internautes. Oui, alors très rapidement. Alors, sur le sujet de l'évolution des pratiques, il y a certes le champ de la formation initiale, mais il y a aussi le champ de la formation continue. Oui. Au sein de la DGCS, on cherche aussi à impulser des évolutions et à montrer finalement quelles sont ces évolutions que nous pensons qui doivent être soutenues. Alors, ces initiatives en matière de formation continue, elles vont être matérialisées dans le cadre de plans nationaux. Par exemple, la stratégie de lutte contre la pauvreté possède un volet de formation des travailleurs sociaux, et on va retrouver à l'intérieur des thématiques qui vous intéressent sur l'accompagnement des personnes, sur le développement social. Et vous voyez que là, on tend à développer avec le CNFPT, avec les opérateurs de compétences du secteur, des formations dans des domaines qui intéressent les témoignages que vous avez portés. Et puis, puisque je suis secrétaire général du Haut Conseil du Travail Social, le Haut Conseil du Travail Social porte aussi des réflexions qui intéressent ces évolutions de pratiques. Et très concrètement, nous avons différents groupes de travail qui vont aboutir là, dans les semaines à venir et qui portent sur l'évolution des pratiques professionnelles, justement les pratiques émergentes, le développement des pratiques réflexives au sein des services qui intéressent les travailleurs sociaux, et puis l'articulation entre les travailleurs sociaux et les intervenants sociaux. Et ces orientations-là, nous les donnons à voir, évidemment de façon large, et nous souhaitons qu'elles puissent impulser des changements de pratiques, des évolutions de services également, parce qu'on parle des professionnels, mais nous, on s'adresse aussi beaucoup à la fois aux cadres et aux dirigeants, parce qu'il faut que les structures évoluent aussi et soient pensées différemment par les cadres et les dirigeants
qui les dirige. Et puis nous allons développer également une plateforme qui s'appelle le Centre national de ressources en travail social, sur lequel nous allons travailler dans le cours de l'année, qui vise à proposer des ressources à la fois pédagogiques à destination des étudiants, des formateurs, et qui vont éclairer sur un certain nombre de thématiques et l'évolution de ces thématiques, mais également qui s'adressent aux professionnels, que ce soit le professionnel de terrain ou les cadres, pour leur permettre de penser différemment leurs services et s'adapter à des évolutions de pratiques telles que celles que vous avez évoquées. Voilà. Bah, merci beaucoup, Amauryville. Alors, je laisse la parole à Yves. Oui, beaucoup de questions des internautes, on n'arrivera pas à toutes les poser. Je m'en excuse auprès d'eux. Il y en a une quand même qui est adressée à vous tous, mais peut-être plus particulièrement à vous, Monsieur Ville. Toute nouvelle politique, toute nouvelle pratique demande évidemment à être évaluée. Et la question qui est posée par plusieurs internautes, c'est de savoir comment les accompagnés peuvent participer à cette évaluation et au fond, quels sont les éléments de retour des bénéficiaires de cet accompagnement à la validation de la valeur ajoutée de cette nouvelle organisation et de ces nouvelles pratiques. Au fond, c'est le problème de l'évaluation d'une nouvelle politique qui est posé. Alors du coup, qui souhaite répondre? Monsieur Ville, peut-être. Monsieur Ville? Oui, alors simplement, de ce point de vue, de toute façon, il est bien clair que la direction générale de la cohésion sociale, le fait que les personnes accompagnées soient elles-mêmes actives alors, sur le sujet du dispositif mis en place, mais également soient partie prenante dans les évaluations qui seraient portées sur ces dispositifs, ce sont bien des orientations posées par le Haut Conseil du travail social. Après, c'est comment on les construit sur le terrain. Là, on parle d'initiatives essentiellement locales, alors qui peuvent être regardées, évaluées par le Haut Conseil du travail social au sein des groupes de travail et qu'il décide de monter. Mais il y a une autre initiative que le Haut Conseil du travail social souhaite promouvoir et qui peut participer très directement à l'évaluation de pratiques émergentes telles que celles qu'on vient de citer. Ce sont les comités locaux du travail social. Ce sont finalement des structurations locales des acteurs du travail social, alors, la plupart du temps au plan régional, servant à la fois de relais au Conseil du travail social et aux préconisations qu'il donne, mais également qui vise à alimenter le Haut Conseil du travail social sur des réflexions portées localement, sur des projets qui sont montés et qui seront, là on ne peut que le souhaiter, évalués au plan local avec la participation directe des personnes qui ont été accompagnées, pour lesquelles les dispositifs ont été pensés. Alors merci beaucoup. Juste, Monsieur Aristouille, vous vouliez intervenir ou pas ou... Oui, en une phrase. Ouais, en une phrase, merci beaucoup. Au-delà de l'évaluation par les familles, je pense qu'il est nécessaire dans tous ces projets de transformation d'associer l'ensemble des parties prenantes, c'est-à-dire les familles, les personnes elles-mêmes, les professionnels, à la fois à la conception, à la mise en œuvre et à l'évaluation de ces dispositifs qui répondent de toute façon, on le voit sur le terrain, et notamment pour les personnes en situation d'attente de réponse à une demande sociale forte. Alors, merci beaucoup. Alors, je vous propose, du coup, comme je vous en ai parlé en début de table ronde, d'écouter le témoignage de Noémie Nolot, donc, qui n'a pas pu participer à cette table ronde, mais qui souhaitait vraiment pouvoir intervenir. Donc, on a la chance, en fait, de pouvoir l'entendre à travers une vidéo de quelques minutes. Et surtout, on pourra après avoir l'éclairage de Dominique Gillot dans la foulée. Donc, voilà, je vous propose de regarder cette vidéo. Merci beaucoup. Et ça.
Voilà, en attendant que... Vous m'entendez Oui, merci. Bah, écoutez, j'interviens un peu abruptement dans cette table ronde. Bonjour à tous. Ah ben voilà. On avait un petit problème technique, on n'entendait pas Madame Nolot. Non, c'est pas réglé. Ah bon, c'est pas réglé. Donc en fait, Noémie Nolot est une personne qui vit avec une atrophie spinale infantile depuis 36 ans. C'est une personne d'une grande volonté, d'une grande capacité et qui vit sa vie avec la volonté de faire la promotion des personnes qui vivent avec un handicap et qui souhaitent vivre leur vie complètement. C'est son combat quotidien, mais elle vit seule chez elle parce qu'elle l'a choisi. Elle est en autonomie totale avec évidemment les aides qui sont nécessaires à son autonomie. Elle est professionnelle, elle a une mission d'assistante technique d'autonomie d'une conseillère technique autonomie dans une grande fondation. Elle est membre du Conseil national consultatif des personnes handicapées et je la connais bien, je l'apprécie beaucoup. C'est une père émulatrice, une père aidante et une accompagnatrice de parcours elle-même parce qu'elle a cette expertise de vie, cette expertise d'usage qui lui permet d'appréhender beaucoup de situations de manière systémique et de manière consciente. Alors, c'est une jeune femme tout à fait rayonnante qui a été déscolarisée, dont la vie illustre bien le parcours de personnes handicapées aujourd'hui. Je répète, elle a 36 ans. Donc, elle a vécu beaucoup des étapes d'affirmation de la capacité des personnes qui vivent avec un handicap d'exercer leur plein pouvoir sur leur propre vie. Mais ça n'est pas toujours facile. Et d'ailleurs, ce matin, elle ne peut pas nous rejoindre parce que les services d'accompagnement qui lui sont nécessaires ne pouvaient pas assurer son lever, sa toilette et sa mise en route avant l'ouverture de cette table ronde. Donc c'est la mort dans l'âme qu'hier matin, elle nous a fait savoir qu'elle ne pourrait pas venir. Donc pendant toute la journée, on a cherché une solution et personnellement, je tenais vraiment à ce qu'elle puisse témoigner parce que son témoignage de vie, c'est la résultante de tout le travail dont vous avez témoigné pendant cette table ronde. Et je crois que c'est important qu'on puisse entendre et prendre en considération la parole d'une personne elle-même, qui n'est pas une parole plaignante, ni une parole agressive, ni revendicatrice, mais simplement la parole d'une personne qui veut que ses semblables puissent profiter de la vie comme elle a envie de le faire et comme elle le fait régulièrement, parce que même si elle a été déscolarisée à l'âge de 3 ans, parce que l'institutrice considérait que l'adaptation de sa scolarité était trop lourde, qui a fait qu'elle a été orientée en CE2 dans un IME où elle a mal vécu cette insertion assez brutale alors qu'elle venait du milieu ordinaire. Ensuite, elle est retournée en collège, où là, de nouveau, elle a vécu la difficulté du mélange des personnes. Elle a néanmoins obtenu son brevet. Et puis, à partir de là, elle a demandé elle-même à sa famille, à ses parents, de retourner dans un IME pour pouvoir être mieux accompagnée et mieux insérée dans un milieu plus attentif à ses besoins. Bon, malheureusement, elle a été soumise à beaucoup d'interventions chirurgicales qui ont altéré considérablement ses atouts de santé déjà très difficiles. Et comme elle dit, le handicap a eu raison de ses études. Donc elle a été assez déprimée jusqu'à ce qu'elle rencontre de nouveau une personne qui lui fasse comprendre qu'elle pouvait vivre sa vie sans les diplômes et qu'elle avait des aptitudes, des possibilités qui lui permettaient de travailler à la hauteur de ses compétences. Et c'est là qu'elle a choisi de vivre sa vie sociale et de devenir une personne communicante et très ouverte aux autres. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes qui travaillent au bien-être et à la reconnaissance des personnes handicapées, dont je suis, apprécient beaucoup Noémie Nolot dans sa démarche. C'est une bonne vivante, c'est quelqu'un qui aime la vie,
C'est quelqu'un qui est très, très chaleureuse, qui aime le contact, la douceur, les câlins, qui sait les rendre et qui est quand même très, très entravée par ces obstacles environnementaux qui aujourd'hui nous privent de sa présence physique et contre lesquels nous devons toujours lutter. Je crois que lutter contre ces discriminations essentielles, eh bien, ça doit être un enjeu des années qui viennent pour que les personnes qui vivent avec un handicap puissent vivre pleinement leur vie. Merci beaucoup Dominique Gillot pour... du coup, vous étiez un petit peu aujourd'hui la porte-parole de Madame Nolot. Mais c'est avec son autorisation. Je lui ai demandé si je pouvais parler en son nom et vraiment tout ce que j'ai dit, elle le porte. Et je suis uniquement son porte-parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et en attendant de savoir si on va pouvoir avoir la vidéo, on me fait signe que oui. Alors il y a des questions aussi des internautes, mais on va peut-être donner quand même la priorité à cette vidéo, à ce témoignage qu'a présenté donc, Dominique Gillot. Je vous propose du coup de regarder la vidéo qui témoigne donc, de la participation donc, de Madame Nolot. Bonjour à tous. Je suis désolée, j'ai pas pu être parmi vous ce matin parce que voilà, moi j'ai une organisation assez lourde avec un service d'aide à domicile et ils ne pouvaient pas répondre à mes demandes pour être là à l'heure ce matin. Donc je vous fais une petite vidéo, j'espère que ça ira, pour aborder cette notion de projet de vie. Et c'est rigolo quand on y pense puisque j'avoue que en soi, moi, en tout cas ma volonté, c'était bien d'échanger avec vous en direct. Mais voilà, le fait est qu'aujourd'hui, on ne répond pas toujours, en tout cas difficilement, aux besoins des personnes, puisque on manque malgré tout de moyens. Et voilà, c'est pas rigolo, mais je pense qu'il faut le dire. Et peut-être pour revenir, donc, moi, je m'appelle Noémie Nolot et je suis passée par pas mal d'établissements médico-sociaux. J'ai été à l'école en milieu ordinaire et puis je vis à domicile aujourd'hui. Et avant d'arriver à domicile, je suis passée par l'ADAPT Institut du Mai, qui est une formation à l'autonomie et à l'insertion sociale. Et je pense que c'est l'entrée en fait qu'il faut avoir quand on parle de projet de vie. Peut-être d'abord parce que le projet de vie, pour moi, c'est une question très large. Et en fait, de quoi on parle, c'est-à-dire de projets à court terme, il nous en faut tous. On a tous besoin de projets pour avancer. Et puis de projets à long terme, penser l'avenir. Et ça, avec les personnes qui vivent avec un handicap, peut-être avec d'autres aussi, d'ailleurs, je pense qu'on ne le fait pas suffisamment tôt. Et quand on le fait, c'est toujours pour voir toutes ces choses qu'on ne pourra pas faire. Jamais pour se dire, ok, on est capable de ça. Et pour arriver là, il va falloir mettre en place telle et telle action. Peut-être que ma chance à moi, pour le coup, c'est d'avoir toujours rencontré des personnes qui étaient capables d'identifier mes capacités, pour le coup. Et de me percevoir comme telle, mais ils étaient peu. Et je pense que avant toute chose, avant de parler de projet d'envie, il faudrait parler du regard qu'on porte sur les personnes, parce que c'est, je crois, ce qui va définir leur capacité à avoir envie de faire quelque chose. Parce qu'un projet de vie, ça reste une envie à la base. Ok, et de quoi on a envie, et comment on a envie quand on vit en étant surprotégé. Et bien sûr que ça se comprend, mais il faut bien connaître le monde pour avoir envie d'y contribuer. Alors voilà, je commencerai peut-être là-dessus, par cette notion d'envie, et puis par cet accompagnement vers... aujourd'hui, on parle d'autodétermination. Moi, je parlais d'autonomie. Je pense qu'il n'y a pas de modèle d'autonomie. Il y a juste des gens qui ont envie et qu'il faut accompagner ça. Comment on permet aux personnes de prendre leur place, d'être acteurs, de choisir en fait leur vie et de pouvoir aller chercher la réponse à leurs besoins.
parce que être autonome, c'est une chose, et la formation à l'autonomie, je pense que c'est un tremplin qui nous permet de devenir citoyens. Pour vous donner un exemple, moi j'étais cliente lorsque j'étais à l'Institut du Mai, et je pense que c'est ce qui m'a permis de me considérer aujourd'hui comme femme et comme citoyenne. Parce que j'ai des droits, mais j'ai aussi des devoirs. Et j'ai réalisé que j'avais une place dans ce monde et que peu importe mes capacités ou mon autonomie, je pouvais contribuer. Mais je constate aussi à quel point c'est compliqué et combien il faut se battre parfois pour être entendu et pour obtenir la réponse à nos besoins. Alors que les choses existent, peut-être juste que les professionnels ne sont pas habitués finalement à travailler en direct avec des personnes qui se considèrent comme des citoyens, comme des clients. Et je sais que ça choque quand on emploie ces termes, notamment dans le médico-social. Et puis, je pense qu'il ne faut pas oublier toutes les personnes qu'il y a autour, et aussi les familles, les parents, et comment en fait on arrive à toujours regarder son enfant capable. Et moi j'aime bien raconter cette anecdote où quand j'étais petite, je crois que les meilleurs moments de ma vie, c'est quand je revenais de l'école avec un plâtre où tous les enfants avaient signé, parce que finalement j'étais comme tout le monde. Et bien sûr que c'est effrayant de voir une petite fille en fauteuil dégringoler comme ça. C'est haut, c'est gros, ça fait du bruit. Donc c'est violent comme choc, mais le fait est que c'était pas beaucoup plus grave qu'un enfant qui tombe de vélo. Et ça me permettait à moi de me construire, de prendre des risques, de vivre des expériences tout simplement. Voilà, c'est un peu large tout ça, mais je pense que si je devais parler de projet de vie, j'aimerais avant toute chose qu'on aborde la question de l'envie, de l'autonomie et du regard qu'on pose sur nous. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et puis j'espère à bientôt. Au revoir. Effectivement, c'était vraiment bien, je pense, d'avoir ce témoignage, même si c'était pas en direct, c'était très fort. Voilà, Noémie a parlé de choses concrètes, de son expérience, et c'était vraiment très, très, très fort. Alors, je vous laisse la parole, Dominique. Oui, je vous prie de m'excuser, mais moi, je suis très, très émue d'avoir permis à Noémie de prendre la parole comme ça, parce que je trouve que c'est vraiment une parole d'espoir, d'utopie. Elle vit avec son utopie toujours renouvelée, c'est de vivre sa vie. Et ça, je crois que c'est le thème de notre table ronde. Et elle a dit des choses très fortes. Il n'y a pas de modèle. Hein, c'est vraiment l'individualisation des réponses à apporter. Il y a juste des envies. Donc d'abord, permettre aux personnes qui vivent avec un handicap d'avoir des envies, de pouvoir les exprimer. Et comment on peut après les accompagner et aller chercher la réponse à leurs besoins. Donc il y a une multitude de réflexions, d'études, de métiers qui se mettent en place. Et il y a peut-être quelque chose qui est choquant dans l'oreille des professionnels du service public ou des chercheurs du service public, c'est quand elle dit les gens ne me reconnaissent pas comme cliente. Mais je pense qu'il faudrait qu'on fasse un petit décalage dans le temps, parce que pendant longtemps, on a parlé des usagers. Et notamment les usagers de la SNCF, les usagers des services publics, les usagers de la santé. Aujourd'hui, on a glissé vers, justement, à cause et grâce aux mesures, aux évaluations de satisfaction, vers la notion de client, hein, de choses que l'on doit à un usager qui est en fait un client. Alors quand il paye, en plus, quand il assume des honoraires, c'est encore plus fort. Et elle dit vraiment qu'elle a beaucoup de mal à travailler à rencontrer des professionnels qui n'ont pas l'habitude de travailler avec des personnes handicapées, dans le regard de qui ils sont minorés, hein, invalides, incompétents, et que ça les met très mal à l'aise de travailler, de négocier, de discuter
avec une personne handicapée comme elle, et d'ailleurs ça se voit, enfin c'est pas du handicap invisible, mais on entend aussi que c'est une personne qui a une détermination et beaucoup de bienveillance et beaucoup de sollicitude. Donc voilà, je crois que ce témoignage est important parce qu'il montre bien que les personnes qui vivent avec un handicap depuis 36 ans, qui ont vécu l'évolution des pratiques, l'évolution des politiques, eh bien, affirment vraiment qu'ils ne veulent plus continuer d'être un objet de soins, ni un sujet d'assistance, mais qui veulent devenir des acteurs de leur vie et des clients des services qui doivent leur permettre de vivre leur vie. Voilà, il me reste aussi un petit mot pour Yves. Excusez-moi, mais il y avait beaucoup de questions d'internautes auxquelles on n'a pas pu répondre, mais j'ai l'impression que l'intervention de Noémie, dans son intervention, il y avait beaucoup de réponses aux questions qui étaient posées. Voilà, c'était effectivement très touchant et très riche. Merci Yves, merci Dominique, merci à tous ceux qui ont participé, à Fabrice, à Claire, à Amaury, à Pierre, voilà, à Noémie bien sûr. On a été un peu pris par le temps, mais je pense que les échanges ont été très riches. Juste pour vous rappeler que la matinée donc, continue avec à 10h45 la dernière table ronde de cette matinée pour le Studio 3, donc qui sera sur la participation des usagers au projet et au fonctionnement des établissements et structures d'accueil. Merci à tous les participants, merci aussi aux internautes. Désolé si on n'a pas pu répondre à tout le monde, mais voilà, c'était un échange très enrichissant pour tout le monde. Merci beaucoup.